Et donc j'accueille nos deux invités suivants, François Morneau et Catherine Robert. Vous pouvez les applaudir. Donc maintenant que nous en savons plus sur les risques liés aux extrêmes climatiques et sur l'anticipation, nous allons nous intéresser à 3 domaines particuliers qui peuvent être impactés par les extrêmes climatiques. Et donc on va commencer par les forêts avec nos 2 premiers invités. François Morneau, donc directeur de l'Institut pour le développement forestier, le CNPF-IDF. Donc c'est un établissement public en charge de promouvoir la gestion durable des forêts privées, puisque les forêts privées représentent 23% du territoire et 75% des forêts en France. Et donc vous avez une mission de conseil et de formation. Et à vos côtés, Catherine Robert, vous êtes coordinatrice nationale Feu à Météo France. Donc vous apportez un soutien opérationnel aux acteurs de la lutte contre les feux et à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour coordonner tous les dispositifs. Pour commencer, peut-être un petit état des lieux sur les forêts que nous ne connaissons pas toujours très bien, et donc on va voir ça avec François Morneau. À quoi ressemblent aujourd'hui nos forêts? On va voir 2 petites cartes que vous pouvez commenter ou non, mais en tout cas où on peut voir déjà où sont situées les forêts et à quoi elles ressemblent aujourd'hui, c'est-à-dire où sont situés les résineux, les feuillus, etc. Petite carte d'identité des forêts aujourd'hui. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Effectivement, on sait assez peu comment ont évolué nos forêts. Les forêts sur la France, donc sur l'Hexagone et la Corse, on pourrait parler des territoires de Trois-Mers, mais sur la carte que vous avez, là vous avez l'Hexagone et la Corse, c'est 17,5 millions d'hectares, c'est-à-dire un petit tiers de la surface forestière, 32%, donc c'est quand même très considérable. Et donc vous avez les taux de boisement là, qui vous sont rappelés, on voit qu'il y a des territoires qui sont boisés à plus de 45%, hein, la Haute-Corse notamment, enfin voilà, vous avez des territoires où la majorité du territoire est pris par de la forêt. La Haute-Corse, par exemple, c'est le record, c'est plus de 60%. Avec des contrastes évidemment très forts selon les régions. Mais en fait, la carte que vous avez là, c'est une photographie actuelle et ça ne correspond pas à ce qu'était la forêt il y a ne serait-ce que 40 ou 100 ans. En fait, ce qu'on ne perçoit pas, parce que c'est difficile à voir, c'est que la forêt a énormément évolué dans le temps. Et le taux de boisement que vous aviez là, des départements à plus de 45%, il n'existait pas quasiment au début du siècle. Au début du siècle, en 1908, il y avait 10 millions d'hectares de forêt. Ça veut dire qu'en un siècle, on a gagné 7,5 millions d'hectares de forêt. C'est considérable. Si on remonte encore un peu plus loin, en fait, la surface forestière elle a doublé depuis un minimum du 19e siècle. Donc c'est des choses qui sont des tendances de fond. Et si on les ramène même à une échelle encore plus courte, qui correspond, vu les âges, à peu près à une majorité ici, sur les 40 dernières années, on a des forêts qui ont augmenté considérablement. Et les forêts, on considère, c'est l'inventaire forestier national qui nous donne tous ces chiffres-là. On sait qu'il y a à peu près, en arrondissant, 3 milliards de mètres cubes de bois. Ça ne dit pas grand-chose à grand monde, mais il y a 1 milliard qui n'était pas là il y a 40 ans. Donc vous avez 50% de volume en plus dans les forêts françaises en 40 ans. En 85, il y avait 2 milliards de mètres cubes, maintenant il y en a 3. Donc c'est une évolution considérable de la forêt et du coup des paysages dans lesquels on vit depuis ce temps. Alors si je regarde l'autre carte, évidemment par rapport à notre discussion du jour, la forêt, elle est évidemment touchée par les changements climatiques et par les extrêmes. Et donc on sait qu'on va devoir se projeter dans un futur qui aussi sera une forêt qui ne ressemblera pas à celle qu'on connaît actuellement. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas non plus celle d'avant. Mais là, ce qui va vraiment pousser les évolutions de la forêt, c'est ce changement climatique, c'est ces extrêmes du climat qu'on a vus. Christelle Busk le rappelait, ces pics liés aux sécheresses, c'est des choses qui impactent directement nos forêts. Et donc comment va notre forêt aujourd'hui? Est-ce qu'elle va mal? Est-ce qu'elle va très mal? Est-ce que finalement ça va pour le moment? Alors notre forêt, elle va pas si mal. On continue à gagner en surface un rythme régulier, à peu près 80 à 90 000 hectares de forêt chaque année. L'ordre de grandeur, c'est que c'est 8 à 9 fois la surface de Paris. Alors Paris, c'est pas une très grosse ville, mais quand même. C'est ça le gain en surface annuel de la forêt. Et ça continue. Elle continue à gagner du volume. Par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, et notamment avec les impacts du changement climatique et les extrêmes du climat récent, c'est qu'elle progresse moins. Les arbres poussent moins, ils meurent plus, et donc au final, la forêt continue de s'accroître, mais à un rythme bien plus faible que celui qu'on a connu dans les années précédentes.
On peut voir d'ailleurs 2 photos que Victoire va nous projeter. À gauche, la forêt de Chantilly, qui est un peu un symbole de forêt malade. Et à droite, forcément, des forêts en prise au feu, on en parlera juste après, en Gironde en 2022. Quelles sont les conséquences directes du changement climatique ? Justement, je viens de parler de maladies, ça en fait partie. Alors ça en fait partie. La forêt, elle a un rôle évidemment pour l'atténuation du changement climatique, mais effectivement, elle est aussi soumise et victime du changement climatique. Alors la forêt de Chantilly, c'est assez emblématique parce que c'est une forêt de l'Institut de France, donc il y a énormément de moyens et d'attention qui est concentrée sur cette forêt, qui va mal, qui dépérit, qui se régénère mal, qui cumule un ensemble de problèmes et qui est une sorte de laboratoire intéressant pour une forêt effectivement de la région parisienne. Les forêts, en fait, on les étudie depuis longtemps, c'est peut-être ce que montre le deuxième, et notamment, vous avez des petits sacs avec de la terre, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc on analyse la terre, on essaie de comprendre ce qu'il y a sous les pieds, ce que c'est que ce sol qui fait vivre nos forêts, et surtout, on s'intéresse notamment à l'eau qui est dans la forêt. C'est-à-dire que nos arbres, globalement, ils sont comme nous. Ils peuvent avoir soif, voire trop soif, et mourir de soif. Ça, c'est quand il y a des épisodes de sécheresse longue et vous avez des dépérissements qui s'enclenchent. Ils peuvent effectivement mourir de chaud ou dépérir grâce au chaud. Et ça, ce sont les extrêmes du climat. C'est vraiment les pics de chaleur qui font qu'en haut, l'appareil photosynthétique décline. Mais si on va sur un autre territoire, ils peuvent même aussi mourir de trop d'eau. Ils peuvent se noyer. En Guyane, par exemple, l'année dernière, vous avez eu des dépérissements importants dans une forêt tropicale par excès d'eau. Donc tous ces phénomènes-là viennent impacter et se rajoute à tout ça un ensemble de crises sanitaires qui sont liées soit à des champignons, soit à des insectes, qui arrivent et qui se développent aussi à la faveur du changement climatique et on va dire des échanges internationaux. C'est-à-dire qu'une bonne partie des choses qui ravagent nos forêts sont des choses qui ont été importées. On a par exemple une crise majeure sur le frêne. Le frêne, c'est un arbre emblématique de nos forêts, notamment dans le nord. Eh bien, il y a un champignon qui s'appelle la cale-rose, qui est un champignon asiatique et qui est en train de décimer nos frênes et qui fait que la mortalité des frênes particulièrement est extrêmement élevée. Puis vous avez tous entendu parler, je pense, de la crise des scolytes qui a beaucoup fait parler. Donc ça, c'est les épicéas qui ont, à cause de la sécheresse, été affaiblis. Et grâce à cet affaiblissement-là, il y a un petit scolyte, là, un petit insecte qui est naturel, qui pour le coup, et qui a profité de la faiblesse des arbres. Hein. C'est ce qu'on appelle un ravageur secondaire. Il s'attaque aux organismes affaiblis. Donc là, il y en avait plein. Il a pu s'attaquer à ces arbres affaiblis. Et en fait, au bout d'un moment, quand les populations explosent trop de ces ravageurs-là, il devient ravageur primaire. C'est-à-dire qu'ils sont même capables d'aller attaquer des arbres sains. Donc vous avez un phénomène d'amplification. Et donc, on a l'épicéa qui, dans les statistiques que nous ramène l'inventaire, est l'essence qui est la plus récoltée, sur laquelle on voit le plus de mortalité actuellement liée à cette crise-là. Quand les forêts sont malades et affaiblies, eh bien, elles sont en proie aux incendies. Catherine Robert, chez Météo France, vous analysez le danger météorologique d'incendie pour prévenir les feux. Comment vous travaillez chez Météo France pour prévenir ces feux-là et comment s'organise votre travail avec les différents organismes, notamment par exemple avec l'ONF ou avec votre voisin ? Alors pour la caractéristique, l'indice qu'on va utiliser pour caractériser le danger feu, c'est ce qu'on appelle l'indice forêt météo et il va vraiment caractériser l'ambiance pour permettre un démarrage facilité du feu, c'est-à-dire est-ce qu'il faut juste une petite étincelle ou est-ce qu'il va falloir un gros feu pour permettre un démarrage, et la capacité du feu à se propager et à s'intensifier. Donc pour pouvoir prévoir cet indice, on va d'abord partir de l'état de sécheresse de la végétation. C'est-à-dire que plus une végétation va être dans un état sec, plus elle va être inflammable. Donc on va regarder les pluies qui sont passées donc dans les jours, mois, mettez bien votre micro près, très longtemps en avance, pardon. Et à cet état de sécheresse de la végétation, on va regarder comment s'appliquent les conditions du jour. Donc au niveau météo, les paramètres qui ont une influence sur ce feu, ça va être le vent, bien sûr, les pluies. Bon, quand il pleut, c'est très bien, mais souvent il pleut pas, hélas. La température et un paramètre qu'on a moins habitude d'entendre parler, c'est l'humidité de l'air qui a un impact très très important. Donc
globalement, on va faire tourner des modèles et on va fournir ces informations donc, aux acteurs de la lutte. Donc ça va se faire plusieurs fois par jour. Et à partir de ces informations, donc ça va être utilisé d'abord dans un cadre de prévention, c'est-à-dire qu'en fonction des zones de la France sur lesquelles on aura détecté donc, un niveau de danger élevé, voire très élevé, les acteurs de la lutte vont prépositionner des moyens et prendre également des actions de prévention. C'est là que vous allez avoir les interdictions d'accès au massif, les interdictions éventuellement à partir de la mi-journée de travaux forestiers. Donc différentes décisions qui vont être prises pour limiter ce risque de démarrage de feu. Le feu, c'est pas un événement météo. 90% des feux sont liés à l'activité humaine. Et sur ces 90%, il y en a plus de la moitié qui sont liés à de la négligence, donc qui ne sont pas volontaires. Donc c'est vraiment toutes les actions de prévention qu'on peut prendre, c'est pour éviter qu'il y ait cette étincelle au démarrage qui va faire qu'un feu démarre. Et ensuite, à partir de ça, donc les acteurs de la lutte vont prépositionner leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils vont mettre vraiment le maximum de capacité autour des zones où il y a le plus d'enjeux pour attaquer le plus rapidement possible un démarrage de feu. Alors aujourd'hui, quels sont les risques d'incendie en France face au changement climatique ? On voit qu'il y a parfois moins d'incendies, mais ils sont amplifiés, ils vont être très, très forts parce que justement les forêts seront très sèches, parce qu'il va y avoir beaucoup de vent. On va voir 4 cartes qui vont être projetées qui montrent que le risque a été multiplié par 2 depuis 1960. Alors tout à fait. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des cartes donc dans le cadre de la TRAC, donc de ce danger météo de feu, donc l'indice forêt météo supérieur à 40, c'est-à-dire qu'on estime qu'il est élevé, et le nombre de jours par an. Donc sur la période de référence qui fait déjà partie du passé, on n'en est plus là, où on voit que c'était surtout le pourtour méditerranéen qui était touché. Et ça débordait un petit peu donc vers Midi-Pyrénées et sur la partie centre-ouest. Dans l'horizon TRAC, à plus de degrés, on n'en est pas si loin. Donc on voit que déjà le niveau de danger c'est en moyenne nettement augmenté sur le territoire. Et quand on se projette à plus 2,7 ou plus 4 degrés, on voit que quasiment tout le territoire va être concerné par un nombre de jours où il y aura un danger important. Donc ça, on voit l'évolution spatiale, on voit que finalement, par rapport à la période de référence, on multiplie à peu près par 4 la superficie du territoire qui sera concerné par des dangers feux. Il y a également une extension temporelle, c'est-à-dire que la saison feu démarrera plus tôt, se terminera plus tard. Dans certaines régions, on pourrait avoir plus d'1 mois de saison feu rallongée, avec des feux qui pourraient démarrer dès le mois de mai, se terminer au mois d'octobre. Donc ça, c'est également important. Et pendant le cœur de saison, et en particulier sur le pourtour méditerranéen, quand on dit le pourtour méditerranéen, c'est un territoire historique du feu. On ne se pose pas la question de savoir si cette année la forêt va brûler. La forêt brûle tous les ans. Mais le danger va s'amplifier. On aura beaucoup plus de journées pendant le cœur de saison où le danger sera à un niveau élevé ou très élevé. À tous les deux, comment évolue aujourd'hui votre travail de surveillance ? Est-ce qu'il évolue justement face à ces extrêmes qui s'amplifient ? Est-ce que vous utilisez des nouveaux outils ? Et est-ce que, j'avais noté que l'année 2022 avait été un peu charnière, notamment au niveau des incendies, et depuis cette année-là, est-ce qu'il y a une surveillance accrue, chacun dans vos domaines ? Je vais répondre. Oui, 2022, ça a été un choc. Je crois que Véronique Lahuydeux l'a dit. Au niveau des politiques publiques, ça a changé. On a compris que le risque incendie était France entière. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue médiatique, on a beaucoup parlé des incendies en Gironde, mais l'autre information de 2022, c'est que ça a brûlé partout. Et dans les territoires y compris où, jusqu'à présent, on n'avait jamais vu de feu et on a dû mobiliser des moyens aériens, ce qui était une première, y compris dans les Vosges, qui ne fait pas partie des territoires les plus touchés dans la carte précédente. Donc ça, c'est la nouvelle donne. Et du coup, nos organismes, alors moi je travaille pour la forêt privée. La forêt privée, c'est 3,5 millions de propriétaires, c'est tout le monde, c'est 13 millions d'hectares dans cette forêt-là. Et donc, il faut qu'on agisse, je crois que ça a été dit, il faut agir et on a un rôle, notamment en tiers de confiance, pour être ceux qui font connaître aux propriétaires les actions à mener, les risques nouveaux auxquels ils font face. On a parlé des OLD notamment, hein. On intervient avec des nouvelles missions autour de la DFCI. Effectivement, l'État a déployé ces moyens-là, y compris dans d'autres organismes.
Donc ça a été vraiment un virage sur ce risque incendie. Et ce dont on a besoin, nous aussi, c'est de travailler à faire évoluer nos territoires. C'est-à-dire que vous aviez des territoires historiques du feu, évidemment la région du sud-est, la Gironde historiquement, parce qu'il y a eu des moyens longtemps qui ont été mis. C'est des territoires où vous avez eu des dizaines d'années pour structurer les moyens de lutte, de défense et d'organisation. Et maintenant, il faut on a moins de temps pour faire la même chose sur tous les nouveaux territoires. Donc on y travaille extrêmement activement, sous l'impulsion de l'État notamment qui mène ça, et cette fameuse loi de 2023. Donc c'est une vraie révolution, quelque part, c'est ce que disait Véronique Leydeux, il faut quelquefois des événements un peu catastrophiques pour que les politiques bougent et que nos organismes aussi soient investis de nouvelles missions au regard de ce risque-là. Catherine Robert, avant de parler des solutions, justement sur l'évolution des outils. Alors, donc déjà, en termes d'évolution, l'assistance météo pour les feux, elle n'est pas nouvelle, elle a démarré dans les années 60 au niveau des Bouches-du-Rhône. Autour des années 80, ça s'est vraiment étendu sur le pourtour méditerranéen, mais l'année 2022 a vraiment été un électrochoc. Donc, suite à 2022, il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau de l'État de renforcer aussi bien les moyens de prévention, donc on reparlera sans doute de la météo des forêts, mais également les moyens mis à disposition pour l'assistance, donc les moyens donc pour tout le monde de la lutte en termes d'avions, de camions-pompiers, enfin toutes ces choses-là, mais ça a également concerné Météo France, où on nous a demandé d'étendre notre assistance. C'est-à-dire vraiment en se projetant, on a vu 2022, on a vu que dans le cadre du changement climatique, 2022 ne deviendra peut-être pas forcément aussi exceptionnel que ça, donc il faut se préparer. Et dès 2023, on a étendu notre assistance dédiée, c'est-à-dire vraiment un prévisionniste de Météo France dans les locaux de la sécurité civile, directement avec le monde des acteurs de la lutte, donc dans toute la zone de défense sud-ouest. Et en 2024, ça a été étendu également à la zone de défense ouest, c'est-à-dire de la Bretagne à la Normandie, à la région centre. En plus, il a été mis également en place une assistance nationale auprès donc des acteurs de la sécurité civile qui gèrent tous les moyens nationaux et qui coordonnent justement l'activité, c'est-à-dire l'arbitrage entre les différentes zones avec des enjeux et le prépositionnement des moyens. On parle de ces évolutions de forêt, donc de la mort des arbres, etc. Mais ça a aussi des conséquences économiques, le changement climatique, sur les forêts et sur toute l'industrie du bois finalement. Alors évidemment, oui, parce que le bois et la forêt, c'est un milieu un peu particulier où on porte énormément de choses. Hein. Il y a un triptyque entre l'économie, l'écologie et le social, puisque les forêts accueillent aussi du monde. Mais finalement, le modèle économique de la forêt, jusqu'à présent, c'est un modèle où c'est le bois qui paye l'ensemble des actions de gestion, d'adaptation de ces forêts-là. Et on le voit, quelque part, on va dans une trajectoire où on va plutôt avoir des forêts qui poussent moins, qui meurent plus. Et donc, on peut imaginer que les revenus issus du bois vont pas forcément augmenter, alors que les besoins d'adaptation, les investissements qu'on a à faire en forêt, eux, vont en augmentant. Alors, on a parlé jusqu'à là des incendies parce que c'est ponctuel, marquant, mais finalement, au quotidien, les enjeux du changement climatique, c'est effectivement l'adaptation des forêts qui se prennent des coups au quotidien. Il y avait une autre statistique qui était marquante, qu'avait publiée l'IGN l'année dernière, c'était ils avaient calculé une surface de forêt dépérissante, selon les critères, peu importe. Pour arriver à cette surface de forêt dépérissante, c'est l'équivalent de 35 années d'incendie. Je vous l'ai dit, les incendies de 2022 dans les Landes, c'est 75-80 000 hectares brûlés. C'est l'ordre de grandeur de l'augmentation annuelle de la forêt. Donc en fait, la gestion et l'impact du changement climatique, c'est au quotidien, c'est sur l'ensemble des forêts qu'on est obligé d'avoir des actions. Et donc effectivement, on a un modèle qui est pour l'instant délicat. La forêt, c'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup et qui de toute façon est payé par le bois. Et ce bois-là, c'est quand vous avez des crises, typiquement des dépérissements comme le scolyte sur l'épicéa, vous avez le cours de l'épicéa qui s'infléchit parce que vous avez évidemment une mise à disposition d'énormément de bois à ce moment-là. Et donc forcément, moins de moyens pour les propriétaires parce que il faut qu'ils maintiennent leur forêt par ce biais.
Alors faisons un peu de prospective à tous les deux. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez des outils de modélisation en tout cas. Comment va évoluer la forêt en France dans les prochaines années? Est-ce que la forêt aura le temps de s'adapter au changement climatique? À quel type de forêt peut-être quel type de forêt on va découvrir dans les prochaines années et comment on va faire en sorte qu'elle continue, pardon. Alors ça, c'est un enjeu majeur, effectivement, du rôle de ces forêts. On a plusieurs choses. Effectivement, on s'appuie énormément sur les travaux de Météo France et sur les projections climatiques pour imaginer ce que seraient les forêts plus tard. Alors, il y avait, je crois, en exergue, la phrase de Michel Barnier, mais je me tourne vers les collègues de Météo France, vers Catherine aussi. Je pense que c'est un peu simplifié et les climats vers lesquels on va sont plutôt des climats qui ne sont pas ceux de Bilbao parce que c'est plutôt des néoclimats. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas ailleurs dans le monde. Je vérifie et je vois des acquiescements. Donc on doit se préparer en fait à un futur climatique dont on n'a pas forcément même l'équivalent ailleurs. Alors que justement pour essayer de se projeter sur nos forêts, sur comment on pourrait les adapter et les amener dans le futur, on a jusqu'à présent beaucoup réfléchi en essayant de trouver quels seraient les équivalents de la France en 2050 ou en 2100. Est-ce que si je vais en Espagne, au Portugal ou un peu plus loin ou en Amérique du Sud, est-ce que je retrouve ces climats-là? Donc ça nous permet au moins de voir quelles seraient les espèces qui seraient susceptibles de tenir le choc des changements climatiques. Et ça nous permet d'avoir une gamme d'espèces à aller expérimenter, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Parce que l'autre chose dont on est sûr, c'est que les forêts ne s'adapteront pas comme ça partout d'elles-mêmes. L'ampleur des changements induits par l'homme est tellement importante, on change effectivement complètement presque de biome. La nature n'est pas capable de suivre, d'autant plus que cette nature, elle est elle-même déjà découpée dans des territoires où la circulation des espèces se fait plus aussi naturellement. Donc on anticipe en forêt en se disant qu'il faut absolument qu'on expérimente et qu'on explore l'ensemble des possibles en essayant de trouver des provenances plus adaptées, plus du sud. On a des chênes, par exemple, qui sont les chênes emblématiques de la forêt française. La forêt française, je ne sais pas si vous le savez, je ne l'ai pas dit, mais elle est à 65% feuillue. Et elle est encore plus feuillue avec le temps. Elle était moins feuillue avant. De plus en plus, elle est feuillue. Et elle est dominée notamment par les grands chênes sessiles et pédonculés. Peut-être qu'on peut revenir à la première carte qui montrait justement la répartition du territoire, si tu l'as. C'est celle-là. Hop, voilà. Celle-là, voilà. Vous avez la répartition du territoire, et puis il y a un peu à droite les habitats favorables aux chênes. Alors, c'est difficile de repositionner exactement, mais ces habitats favorables aux chênes sessiles et pédonculés, on sait qu'ils vont évoluer très fortement et que là où on avait ces chênes dans le futur, ils n'y seront plus nécessairement, ou alors parce que localement, on a des conditions de sol qui font qu'on arrivera à maintenir ces espèces. Et donc, on a d'autres chênes, des chênes plus méditerranéens, plus thermophiles, et on essaie du coup de les amener, les faire migrer. Et puis, on essaye aussi de ne pas restreindre simplement sur le champ des espèces dont on dispose en France, puisque évidemment, si vous avez des conditions climatiques, en tout cas des températures qui montent, en fait, les espèces qui vont être adaptées, elles ne sont pas non plus forcément toutes présentes sur notre territoire. Il faut aller chercher ailleurs. Catherine Robert, la prévention, elle est très importante. Vous avez commencé à évoquer la météo des forêts. En quoi ça consiste et finalement comment, on parlait justement tout à l'heure de cette prévention auprès du public pour qu'il s'approprie à la fois les problématiques de réchauffement climatique, de changement climatique. La météo des forêts, ça en fait partie. Tout à fait. C'est un dispositif qui fait suite à l'été 2022 qui a été mis en place en 2023. Et c'est un outil qui est fait vraiment pour informer, sensibiliser le grand public à ce danger de feu de forêt. Comme je l'ai dit, le feu de forêt, c'est pas un événement météo, donc il y a vraiment une action qui peut être faite de prévention, donc par chacun dans son quotidien, pour éviter ces démarrages de feu. On a parlé des obligations de débroussaillement, mais il y a le petit mégot qu'on jette par la fenêtre, il y a le petit barbecue qu'on fait à la limite d'une forêt, sans forcément être conscient de ce qu'on fait, même s'il y a de plus en plus de campagnes de prévention, donc c'est des messages qu'on entend de plus en plus. Donc la météo des forêts, c'est un outil qui se veut simple pour être facilement compréhensible par le grand public. Tous les jours, à 17h, sont émises 2 cartes du niveau de danger par département. Une carte pour le lendemain, une carte pour le surlendemain, avec un niveau de danger qui va du niveau faible au niveau très élevé, avec des couleurs classiques, du vert au rouge, et qui sont publiées régulièrement tous les jours pendant la saison estivale. En plus de ces couleurs, vous pouvez retrouver associés à ces cartes toutes les conseils de comportement qui sont issus de la campagne de prévention ministérielle,
Et on vous invite à aller consulter les sites des départements, des préfectures dans lesquels vous êtes, surtout si vous êtes en vacances, justement pour bien prendre en compte les restrictions d'accès massif, les interdictions, pour bien voir comment ce niveau de danger est décliné localement, puisqu'on a une météo des forêts qui est traitée au niveau département, mais dans un même département, il peut y avoir une sensibilité très différente suivant où on est. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller consulter tous ces sites pour éviter un départ malencontreux. On passe à vos questions. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, alors madame, juste au centre. Merci. N'hésitez pas à vous présenter avant de prendre la parole et de bien mettre votre micro près de la bouche. Claude Cozandé. Votre micro bien près de la bouche. Bon, Claude Cozandé, je suis hydrologue, j'étais chercheur au CNRS. Et c'est un peu une question de détail, mais vous dites que la croissance des bois a diminué. Moi, j'avais entendu dire qu'elle avait augmenté plutôt, parce que avec l'augmentation du gaz carbonique, donc c'est un facteur d'augmentation de végétation, et la durée et la chaleur aussi. Donc, globalement, j'avais toujours entendu dire que la forêt croissait plus vite qu'une forêt aussi. Alors, ça a été vrai. Ça a été vrai pendant à peu près la décennie 90, de 90 à 2005. Là, on a eu un changement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu plusieurs effets. C'est moins la fertilisation par le carbone qu'à la rigueur les polluants, notamment l'azote, qui ont un effet fertilisant. Et on a observé historiquement un changement de productivité. C'est des travaux qui ont été lancés après ce qu'on a appelé dans les années 80 les pluies acides. Je ne sais pas pour les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Ça a lancé énormément de travaux et on s'est aperçu finalement que une partie des dépérissements qu'on observait, c'était des arbres qui poussaient beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait avant. Mais ça, c'était avant. C'est-à-dire que ce pic de productivité, on l'a passé et on est dans une décroissance qui est liée à ces à-coups climatiques et les sécheresses répétées. Elles induisent une baisse des accroissements des arbres et quand les arbres poussent moins, ça fait moins de bois et moins d'accroissement. Et on l'observe très nettement avec les chiffres de l'inventaire et on le voit aussi au quotidien dans la gestion. C'est-à-dire que pour les gestionnaires dans les forêts, là où avant vous pouviez passer dans les années 90 et puis votre peuplement se refermait, donc vous pouviez à nouveau éventuellement réintervenir, vous avez des situations où finalement ça ne réagit plus, les arbres ont du mal, ils poussent très peu et donc on est dans des situations où on est en attente parce que la croissance n'est pas là. Je vois que monsieur vous avez le micro, mais comme vous avez déjà posé une question tout à l'heure, je vais privilégier quelqu'un d'autre pour le moment, si vous me permettez. Il y a madame qui lève la main juste en haut et après, voilà, il y a des personnes par ici. Bonjour, merci. Catherine Baudot-Péan. Je fais des recherches sur la prévention des risques et la recherche des causes profondes des accidents industriels majoritairement depuis 1997. Je me pose une question qui s'adresse peut-être à vous, mais également au panel précédent. Il semblerait, quand on regarde, quand on essaie de décomposer la ventilation des responsabilités et notamment des financements de la prévention d'une part et de la réaction en cas de crise d'autre part, que ce ne soient pas les mêmes acteurs, ce qui pourrait expliquer peut-être qu'en France et peut-être également en Europe, la prévention soit le parent pauvre. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez une doctrine à ce propos? Et si oui, laquelle? Pour que nous, tous ensemble, nous puissions essayer de davantage favoriser les actions de prévention, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas le cas et ne sera probablement pas le cas dans les 10 prochaines années. Merci. Catherine Robert, peut-être, même si on a parlé de... Non, là, je pense, là-dessus, je n'ai pas les éléments, peut-être plus Véronique Luideux. N'hésitez pas à revenir nous rejoindre. Venez. Je pense que pour le coup, c'est une question qui s'adresse pas mal à Véronique. Le retour. La question est large, pardon. Sur les politiques de prévention des risques industriels, de la même manière, tout à l'heure quand j'évoquais les journées de la résilience et de la culture du risque, on le fait à la fois sur les risques naturels et technologiques. Donc on englobe cette démarche-là. Moi, j'ai le sentiment que depuis Lubrizol, en tout cas, il y a eu un effet très très fort avec un renforcement du nombre d'inspecteurs chargés d'agir, puisque à la différence des risques naturels, où on a, c'est la thématique d'aujourd'hui, où finalement on n'a pas de main mise sur l'émetteur, les risques technologiques, au contraire, on va
on a un gestionnaire et on est en capacité, alors avec des procédures et des règlements, effectivement, d'essayer de limiter le risque à la source. Donc je pense qu'il y a des grosses différences. Si je reviens plus sur le champ des politiques de prévention, et est-ce que je pourrais considérer que ce ne serait pas une priorité ? J'ai le sentiment que c'est quand même le contraire. Le PNAC 3, au regard des 2 précédents plans nationaux d'adaptation au changement climatique, me semble beaucoup plus concret, beaucoup plus volontariste, beaucoup plus riche en actions. Et après, on pourrait nous dire, oui, mais il y a des actions et puis il n'y a pas les moyens derrière. Pour ce qui nous concerne, le ministre, au moment du lancement, et ça a été dit au moment du discours d'introduction de Virginie Schwartz, a annoncé un abondement du fonds Barnier qui va le porter à 300 millions d'euros. C'est quelque chose qu'on avait, enfin, c'est un niveau historique, c'est 33% d'augmentation de nos capacités à faire. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Voilà, c'est une autre problématique. Mais je pense que se dire que on a une démarche ambitieuse, ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le maire, elle est en construction. On voit qu'on est encore en train d'apprendre sur le changement climatique et on a les moyens d'agir financièrement. Je pense qu'on peut se dire que ce n'est pas un parent pauvre parmi nos politiques publiques. Je me permets de rebondir juste au moins sur la partie incendie pour dire qu'il n'y a pas un modèle de financement de la prévention qui est homogène. Les modèles se sont développés un peu différemment selon les territoires. Il y a donc notamment dans les Landes, il y a une taxe qui est spécifique, qui est payée pour payer ces moyens de lutte. Et il y a d'autres systèmes qui sont intéressants où on a des syndicats qui sont mixtes et qui sont portés notamment par les collectivités, avec en gros l'idée que justement sur les actions de prévention, il faut que les citoyens payent. On l'a dit, sur les incendies, 90 à 94%, ça vient des hommes et notamment des utilisateurs des espaces et non pas des propriétaires des espaces. Et donc, une des manières de voir, c'est d'essayer de répartir cet effort entre les propriétaires des espaces et puis les grandes collectivités, les villes, les centres urbains qui en eux-mêmes sont les porteurs de la population qui profitent et qui bénéficient de ces espaces, mais qui aussi y amènent le risque. Donc c'est des situations complexes et ça se met en place, mais de manière, pour l'instant, assez différenciée selon les territoires. On va prendre une dernière question. Je crois que monsieur, je n'ose pas montrer du doigt, mais par ici. Voilà, attendez le micro. On m'a donné un micro. Ah bah pardon. Bon bah monsieur juste après, ça ira. Okay. Allez-y madame. Aurore Chauvelot, je suis magistrat, j'ai grandi dans une forêt. Et je me posais la question, ce que vous avez dit que vous travaillez avec les propriétaires privés de forêts, et je voulais savoir si c'était des acteurs, alors j'imagine que c'est à la fois les exploitants, mais aussi les propriétaires de forêts d'agrément. Est-ce que ce sont comment est-ce que vous mobilisez ces acteurs-là ? Est-ce que eux, ils ont une conscience particulière de leurs responsabilités, non seulement face au risque, mais surtout à la transformation de la forêt, à la modification des essences utiles à préserver, etc. Comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Alors, question vaste aussi, mais effectivement très importante. C'est la mission de l'établissement que je représente. L'établissement CNPF, c'est 450 personnes pour essayer de travailler au profit de 3,5 millions de propriétaires et de 13 millions d'hectares sur les 17 millions d'hectares de forêt. Donc effectivement, c'est compliqué. Il y a plusieurs moyens. Il y a déjà des documents de gestion qui sont obligatoires à partir d'une certaine taille de forêt. Dans ces cas-là, il y a forcément un lien avec les propriétaires autour de la rédaction de ces documents et de ce qu'ils en font. Il y a du conseil aux propriétaires. On travaille aussi au CNPF pour essayer de regrouper la propriété, parce qu'une des difficultés, c'est qu'évidemment, vous avez 3,5 millions de propriétaires, mais des propriétaires qui ont plus de 25 hectares, on considère qu'il n'y en a à peu près que 50 000 là-dedans. Et après, plus vous allez vers des petites tailles de surface, plus vous allez être propriétaire. Donc il y a plus peut-être 3 millions de personnes qui ont moins d'1 hectare. Donc évidemment, on n'agit pas de la même manière avec cet ensemble, toute cette population. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on apporte effectivement à la fois du conseil, de l'information. On a des publications et des moyens d'amener de l'information. On fait beaucoup de formations auprès des propriétaires. Dès qu'on arrive à les accrocher, on a des formations pour leur apprendre à gérer ce que c'est qu'une forêt, pour leur donner les règles de base. Et puis on leur fournit, et c'est le rôle de l'Institut pour le développement, qui est un institut de recherche et développement, on fournit des outils d'aide à la décision qui sont des outils qu'on peut mettre en pratique, et notamment pour les propriétaires, autour de la vulnérabilité de leur peuplement. Donc c'est des outils de diagnostic. Vous allez sur les parcelles et vous êtes capable de vous projeter
grâce au scénario météo, dans 50, 100 ans, à +1, +2, etc. Qu'est-ce que je peux avoir? Quelle espèce peut tenir? Est-ce que les espèces en place ont un risque, une vulnérabilité par rapport à ce qu'on connaît? Et tous ces outils-là, ça permet d'aider les propriétaires à prendre des décisions. Mais après, on a 3,5 millions de propriétaires. Donc, on a en fait la première diversité de la forêt, c'est le nombre de propriétaires et les différents propriétaires. Donc, après, c'est à eux de prendre ces décisions et de faire leur choix. La dernière question, si possible, courte, et une réponse courte aussi, s'il vous plaît. D'accord, je vais aller très vite, comme ça permettra à tout le monde d'aller à la pause. Moi, je m'appelle Ilan Moundib, je suis auteur d'un livre qui s'appelle « S'adapter au changement climatique, fake or not ». Et en réalité, sur les questions de risque climatique, il faut toujours analyser l'exposition climatique, ce qui a été bien donné sur les forêts pour cette table ronde, mais aussi la question de la vulnérabilité. Et je déplore peut-être qu'on n'ait pas interrogé l'usage qu'on fait de nos forêts aujourd'hui. Si on va très vite, en réalité, la moitié de nos forêts aujourd'hui en France, c'est des champs d'arbres, c'est-à-dire que ce sont des essences qui sont extrêmement homogènes génétiquement, et de fait ça la rend particulièrement vulnérable au développement des incendies, mais aussi aux ravageurs qui vont impacter. Et en fait ça va dans une trajectoire qui est celle d'utilisation toujours plus de bois, notamment pour aller décarboner la construction neuve et le chauffage. Et donc ma question, c'était en particulier comment on peut interroger l'usage de nos forêts pour en fait lui donner une véritable résilience, et est-ce qu'il ne faudrait pas donner un statut à nos forêts, un statut commun, c'est-à-dire que l'intérêt principal de nos forêts, c'est de séquestrer du carbone et de garantir la biodiversité de notre territoire, et non pas être inclus dans un grand marché mondial qui serait en fait une surexploitation de nos forêts en tant que telle. Merci. Ça fait beaucoup de questions et quelques idées communes un peu fausses. La moitié de la forêt est un champ d'arbres? Non, vraiment pas. Ce qu'on appelle des forêts issues de plantations, et on fait des plantations en forêt pour plusieurs raisons, hein. Soit parce que c'est un moyen de renouveler cette forêt, soit parce que c'est un moyen aussi de changer d'espèce parce que des espèces précédentes sont plus adaptées. C'est au maximum 13% des surfaces forestières. Avec évidemment des choses emblématiques et des massifs issus de plantation. Le reste, c'est de la régénération naturelle avec les espèces en place ou sélectionnées historiquement. Mais globalement, on est plutôt avec un pool d'espèces par rapport à l'Europe qui est extrêmement varié et diversifié. On a 180 espèces d'arbres en forêt en France, qui est non négligeable quand on compare aux autres pays en Europe. Mais ce qui est quand même pas tant que ça si on comparait à la situation évidemment pré-glaciaire où on a perdu beaucoup. Donc après, justement, toute la difficulté de cet équilibre pour les propriétaires qui sont gestionnaires de leurs espaces et qui sont attachés, c'est de trouver les moyens de maintenir ces forêts et d'apporter tous ces bienfaits à la société. Et on voit que quelque part, c'est ce que je disais sur les trajectoires historiques, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de forêts que maintenant par rapport à ce qu'il y avait des années auparavant. Donc, l'enjeu maintenant, c'est qu'on arrive à un moment où les paradigmes qu'on avait depuis 2 siècles, où on a fait progresser nos forêts, on a remis en place énormément de choses, on a compris comment ça fonctionnait, tous ces paradigmes-là volent en éclats avec le changement climatique. Alors évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut surtout pas être certain qu'il y a une solution qu'on va pouvoir appliquer. Ça, on est sûr que là, dans ces cas-là, on va tête dans le mur. Et ce que font les forestiers par rapport à ce que ont fait nos prédécesseurs, parce que finalement, quand on récolte des bois maintenant, c'est pas nous qui avons décidé de cette récolte, ça a été décidé il y a 50 ou 100 ans avant. Donc nous, on doit décider de ce qui sera récolté dans 50, 100, 150 ans. Et bien, ce qu'on fait maintenant, c'est justement d'essayer de diversifier beaucoup plus et les pratiques et les espèces et les paysages et effectivement d'essayer de rendre nos forêts plus résilientes. Ça passe par le choix des espèces, par les traitements sylvicoles, par la façon de les renouveler parce qu'on arrive à des moments où on a du mal à les renouveler. Et un des problèmes auxquels les forestiers sont confrontés au quotidien, c'est notamment l'impact, et on en parle assez peu, des populations de grands ongulés en forêt. C'est-à-dire que vous avez des investissements, vous essayez de renouveler votre forêt, et puis en fait tout est mangé, et pendant des années ça ne se verra pas, mais en fait ça veut dire que la forêt ne se renouvelle plus. Donc on a énormément d'enjeux en forêt qui sont des environnements extrêmement complexes, et donc cette vision, excusez-moi, elle est quand même assez caricaturale, on est très très loin de ça, et justement la diversité et des propriétaires et des modes de gestion et des milieux dans lesquels on a notre forêt fait qu'on a une grande diversité de milieux.
Ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, on ne peut pas imaginer que la forêt, dans 50 ou 100 ans, soit la même que celle qu'on a connue. De toute façon, elle n'était pas la même que celle il y a 50 ou 100 ans avant. Donc on essaie d'y travailler. Et c'est tout le boulot et le travail des forestiers et leur honneur de réussir à maintenir leur forêt et un patrimoine essentiel qui, effectivement, est important pour beaucoup plus large, puisqu'il apporte un ensemble de services écosystémiques très importants à la société. Merci beaucoup François Morneau. On me souffle que le café est chaud et qu'il vous attend. Donc c'est la pause. Merci, on les applaudit.